Bienvenue dans le débat de France 24. Ils auraient dû se réunir voilà un mois déjà. L'actualité sécuritaire, les maladresses et les susceptibilités des uns ou des autres en ont décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, les chefs d'État du G5 Sahel se retrouvent en ce moment même à Pau. C'est là où se trouve la base du 5e régiment d'hélicoptères de combat, dont étaient issus 7 des 13 militaires français de l'opération Barkhane, tués dans le crash de leurs hélicoptères au nord Mali. C'était fin novembre. Lieu symbolique choisi par Emmanuel Macron pour un geste voulu là aussi symbolique que ses alliés africains confirment explicitement leur soutien à l'implication militaire française au Sahel. Quel avenir pour la France dans la région? On attend une prise de parole des chefs d'État. Mais d'abord, on va en débattre avec ici même à mes côtés Claude Guibal, grand reporter à la rédaction de Radio France. Bonjour Claude. Bonjour. Également parmi nous, Francisque Patindé, journaliste et également enseignant à Sciences Po Paris. Et puis le général Jean-Paul Palmeiros, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Vous avez été commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Merci à vous trois d'avoir accepté ce débat. Mais d'abord, retour sur 7 ans d'engagement français au Mali, en images avec Achrén Verdian. Début 2013, la France lance l'opération Serval dans le nord du Mali pour soutenir les troupes maliennes dans leur lutte contre des groupes armés islamistes et radicaux. Ceux-ci sont mis en déroute et entrent dans la clandestinité. En août 2014, Serval est remplacé par l'opération Barkhane. Sa logique, un partenariat avec les principaux pays sahéliens, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Ils devront progressivement assurer leur sécurité de façon autonome. Mais les groupes djihadistes ne cessent d'étendre leur influence, les attaques se multiplient et les États concernés semblent dépassés. Parfois des États qui sont un peu exsangues et puis des armées nationales qui ne sont pas assez dotées sur le plan du matériel, malgré des hommes qui sont assez expérimentés sur le territoire. En juillet 2017, le G5 Sahel est lancé à Bamako en présence d'Emmanuel Macron. Objectif, composer une force de 5000 hommes issus des 5 pays couverts par l'opération Barkhane. Mais ces États sont déstabilisés par les trafics d'armes, de drogue et de migrants et les frontières sont poreuses, ce qui permet aux groupes armés de poursuivre leur progression. Le nord de la Côte d'Ivoire a été classé en zone rouge. Donc ce sont les États côtiers sont peut-être les prochaines cibles, voire sûrement les prochaines cibles de la menace terroriste. Ce que nous, on appelle comme terroriste est en réalité une catégorie assez protéiforme, assez diffuse et qu'elle réunit aussi bien des gens qui sont convaincus par la charia que des opportunistes. Depuis plusieurs mois, l'opération Barkhane doit faire face à un vent de contestation anti-française lié à un manque de résultats, des frustrations parfois instrumentalisées, comme l'a dénoncé Emmanuel Macron. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. L'objectif aujourd'hui est de redéfinir le cadre de l'intervention française au Sahel, qui, forte de ses 4500 hommes, est la plus importante opération extérieure de l'armée française. Claude Guibal, Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, avait décidé initialement la tenue de ce sommet le 16 décembre à Pau, en hommage aux militaires français. Était-ce maladroit à l'époque? En tout cas, ça a été très mal perçu dans les pays du Sahel par la façon dont ça a été annoncé. C'était une convocation et on sentait que la France demandait aux pays du G5 Sahel exaspérés de clarifier leur position et cela entretenu par un fort sentiment anti-français au Mali, au Burkina, au Niger depuis des semaines a été évidemment très mal vécu. Alors même si officiellement ce report du sommet a été lié au deuil au Niger, etc., ce sommet a été effectivement extrêmement mal vécu. Reste qu'aujourd'hui on se réunit, ça a un sens aujourd'hui, général Palmeiros, de se retrouver dans ce contexte-là, dans ces circonstances où tous ces pays ont quand même été victimes successivement d'attentats extrêmement meurtriers. Oui, on a plus de 200 morts dans les forces nigériennes, burkinabé et puis d'une manière générale du G5 Sahel en 3 mois. C'est énorme. On peut pas. C'est une ponction qui est inadmissible, qui est intolérable, qui n'est pas soutenable. Donc, plus que jamais, moi, je pense que cette réunion, elle a un sens. Elle associe aussi, d'ailleurs... Le sens, c'est quoi? C'est mettre un coup d'arrêt à ces attaques? Non, le sens, c'est que des chefs politiques doivent
se mettre autour de la table quand une situation prend une tournure telle et se poser des bonnes questions. Et je pense et j'espère que ce sera le cas. Ils sont d'ailleurs entourés, c'est intéressant, du président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine, du président du Conseil européen, du secrétaire général des Nations Unies, ce qui prouve bien que c'est une vision d'ensemble qu'il faut déployer aujourd'hui. La France ne peut pas le faire seule. Il ne faut pas qu'elle le fasse contre la volonté des peuples qu'elle est là pour protéger et sécuriser depuis le début de cette opération. Il faut le souligner. Il ne faut pas négliger non plus, mais monsieur le dira sans doute mieux que moi, les stratégies d'influence dans la région où certains grands pays ont peut-être d'autres intérêts que les nôtres et viennent un peu insinuer aussi des choses qui déstabilisent un peu la population. Donc il faut savoir jouer sur tous les tableaux, dans tous les domaines, et pour ça, il faut apporter la sécurité, encore de la sécurité, toujours de la sécurité. Francis Patindé, ces derniers mois, les manifestations contre la présence française au Sahel sont devenues récurrentes, pas plus tard que vendredi dernier à Bamako. Ils étaient 1 millier, ces Maliens venus réclamer le départ des troupes étrangères du pays. C'est la présence française, la présence de soldats français ou bien leur absence de résultats qui provoque ces réactions? À mon avis, c'est l'absence de résultats, à leurs yeux en tout cas, et le fait que les attaques soient récurrentes et soient beaucoup plus meurtrières. C'est peut-être pour ça que, sinon la présence française, grosso modo, à part peut-être une minorité, elle n'est pas dénoncée. Elle a été applaudie, il ne faut pas l'oublier, en 2013. Quand les Français sont venus, ça a été salué par la population. Mais le fait est que au Burkina Faso, au Niger, comme au Mali aujourd'hui, il y a des attaques récurrentes qui sont meurtrières et les gens disent qu'ils ne voient pas l'action, de façon concrète, l'action des forces françaises. Et des représentants officiels, ça a été le cas au Burkina Faso avec le ministre de la Défense, Chérif Sy, l'été dernier, se sont même interrogés ouvertement, ce qui a légitimé quelque part ce ressentiment anti-français dans la population, s'est interrogé en disant comment ça se fait qu'une armée aussi importante, aussi équipée que les Français, ne soit pas capable d'arrêter des colonnes de djihadistes à moto dans le désert. N'y a-t-il pas un agenda caché? Il est évident qu'à partir du moment où des responsables politiques ont ce genre de discours, ce discours est légitimé ensuite dans une population qui, évidemment, est en attente de résultats parce que c'est elle la première qui est victime de ce terrorisme. Parce qu'il y a un agenda local aussi, vous savez, ces pays ont des dirigeants, des opposants, il y a des élections, par exemple, à venir. Donc, on instrumentalise la présence française à des fins politiques? Je pense qu'il y a une partie qui participe de bonne foi et une partie qui est instrumentalisée, à l'évidence. Il y a des gens qui travaillent à cela. Le groupe des Patriotes du Mali est à l'origine d'une pétition pour l'intervention, pour le départ des troupes françaises et l'intervention de la Russie. Il revendique 8 millions de signatures. C'est une initiative sérieuse ou manipulée peut-être par la Russie elle-même, d'après vous, Claude Guibal? Alors, on parle beaucoup de l'influence grandissante de la Russie dans cette région et plus généralement en Afrique. On voit la Russie qui augmente sa zone d'influence en Afrique depuis plusieurs années. On le voit évidemment en Syrie, effectivement. On le voit aujourd'hui en Libye avec le fait quand même que l'accord de paix, le cessez-le-feu qui est signé aujourd'hui est signé à Moscou. On l'a vu en Centrafrique et on le voit arriver au Sahel. Il faut se rappeler que l'été dernier, un accord de coopération militaire a été signé entre le Mali et la Russie, que le Burkina Faso fait aujourd'hui des appels du pied à la Russie. Mais il faut voir aussi, par exemple, on parlait de l'instrumentalisation par les États, la présence de l'armée française peut être aussi compliquée. Enfin, c'est un jeu en tout cas ambigu, parce que les régimes s'en servent aussi de cette présence de l'armée française qui est un peu une assurance-vie aussi de non-déstabilisation des États. Mais pour un régime comme le régime burkinabé, la France, et pour la population burkinabé, la France est le pays aussi qui a protégé en quelque sorte le régime précédent au Burkina Faso. Mais qui n'a pas cherché à maintenir au pouvoir Blaise Compaoré au moment où il était chassé par la population. Mais qui l'a quand même gardé en place pendant 27 ans. Et donc aujourd'hui, le pouvoir en place qui cherche à nouveau une élection ne va pas s'appuyer sur la France. Son but, c'est précisément de se montrer burkinabé, national, et adopter un discours anti-impérialiste également. Je trouve que l'armée française et au-delà la France communique très mal. Pas sur son action, sur ses actions, parce qu'il y a quand même à côté des il y a du progrès, il y a des progrès qui sont réalisés au service de la population. Il n'y a pas de communication et ça donne un libre cours aux réseaux sociaux, aux fake news et tout. Il y a des trucs totalement effarants, par exemple l'exploitation des mines d'or et tout ça. Et rien n'est fait en fait sur le fond
pour corriger le tir et pour donner la bonne information. Général Palomero, ces critiques, vous les trouvez injustes ou vous pouvez comprendre que la présence de militaires français, leur incapacité parfois à prévenir certaines attaques ou certaines alliances, ce qu'on pressent comme des alliances de circonstances, par exemple avec des mouvements touaregs, séparatistes, puissent être mal vécus par une partie de la population Oui, malienne. non, ça c'est compréhensible. Non, évidemment qu'il y a pour les dirigeants et en particulier pour les chefs militaires français un certain sentiment d'injustice. La France s'est engagée dès la première heure pour soutenir et défendre et sauver sans doute l'État malien. On le sait, c'était Serval. Depuis lors, on a 4500 hommes et femmes qui s'engagent au quotidien, prenant des risques. On a malheureusement des morts, et encore récemment. Donc, on est près de nos frères africains, je dirais. Nous, c'est comme ça qu'on le ressent. Maintenant, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Cette zone, elle est très vaste. On a affaire à des menaces qui sont diverses et variées. Et on a une course contre la montre, en fait. Le temps que nous imposent ces terroristes et ces groupes divers et variés qui sont maîtres du temps et maîtres de l'initiative sur le terrain. Et dans une zone pareille, c'est extrêmement difficile à contrôler. Alors maintenant, on va avoir des drones armés. Enfin, on améliore progressivement les choses, mais c'est quand même un combat très dur. Et deuxièmement, le temps long qui est nécessaire pour former les armées de ces pays. Et encore faut-il qu'il y ait, comme vous le disiez, une continuité politique, avec la volonté, effectivement, de former ces pays. Et quand il y a des ponctions telles et des catastrophes, des drames, des centaines de militaires qui perdent la vie, évidemment, ce n'est pas très engageant pour ceux qui veulent s'engager pour servir le pays et la sécurité. La France, Claude Guibal, est contrainte par la situation, par l'adversaire aussi, on va en parler dans un instant. Ou bien est-ce qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits aussi côté français ? C'est difficile de savoir. Je suis mal placée pour dire s'il y a eu des mauvais choix, des mauvaises stratégies militaires. En tout cas, il faut vraiment se souvenir que la situation dans laquelle, qui était celle, par exemple, qu'il y avait au Mali au moment du déclenchement de Serval, avec une situation qui était quand même circonscrite au nord du Mali, on n'est plus du tout dans la même zone géographique. On a voulu, par exemple, imposer un accord politique avec les mouvements séparatistes du Nord lors de l'accord d'Alger. Était-ce une erreur ? Ça nous est reproché aujourd'hui. Je dis nous à la France. Imposer, ça c'est une chose, mais suggérer, impulser des accords de paix au Mali, le Mali a besoin d'accords de paix, a besoin d'une inclusivité des composantes de la population, et cet accord qui a été signé par le gouvernement malien n'a jamais été mis en œuvre. Et donc tout cela nourrit évidemment des ressentiments sur le terrain. Et les mauvais choix stratégiques, en tout cas, s'il y a, je pense qu'un militaire serait plus à même que moi d'en parler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une course contre la montre où on demande à 4500 hommes, certes de Barkhane, mais aux 13 000 hommes de la MINUSMA, etc., de sécuriser un territoire immense avec des moyens militaires. Il n'y aura pas de solution uniquement militaire pour mettre fin au djihadisme au Sahel. Ce n'est pas possible. Dans une guerre comme ça contre un ennemi volatile, je parle sous votre contrôle, mais rien ne peut être fait sans l'appui des populations, et des populations qui ne perçoivent leurs armées nationales qu'après des années souvent de prédation, de mauvais comportements, qui ne voient leur gouvernement que souvent comme de la malgouvernance, avec des promesses d'aide au développement qui n'arrivent pas. Regardez le Mali, c'est plus d'un milliard de dollars d'aide au développement par an, dont la population ne voit souvent pas les bénéfices, parce que cette aide, elle est détournée, souvent elle n'est pas affectée aux bons endroits. On est dans des zones de déshérence où la population ne se sent pas appartenir à un État-nation. Et donc, sur ces zones grises, par le manque de présence de l'État sur ses devoirs régaliens, de protection, de justice, d'administration, de soins, il n'est pas très surprenant que ces populations-là, finalement, en reviennent à se mettre sous la loi de djihadistes qui, en plus, peuvent, parce qu'ils vont apporter une solde aux combattants, parce qu'ils vont régler la justice à leur façon, mais ils vont se dire au moins qu'il y a un système de justice qui existe là où l'État est complètement absent. C'est la forme que prend de plus en plus ce conflit. On voit même on voit des affrontements à caractère ethnique entre Peuls, par exemple, les chasseurs d'oiseaux. C'est en train d'évoluer dans ce... Il y a de ça se superpose avec la situation générale, mais il y a quand même un cactus dans la relation entre la France et le Mali, par exemple. C'est la situation de Kidal.
C'est-à-dire, jusque-là, personne n'explique, ne prend la parole pour dire on a conservé cet îlot à la rébellion. Pourquoi on l'a fait? Il faut le dire. On a exclu l'armée malienne de Kidal. L'armée malienne ne peut pas se mouvoir comme elle veut à Kidal. C'est une volonté délibérée de la France. Pourquoi? Alors, on dit, les politiques en France disent que Kidal fait partie, il y a l'intégrité territoriale du Mali. Ça, on le dit. Mais en même temps, ce n'est pas vrai dans les faits. Et pourquoi il faut le dire? Alors dites-le. Mais je ne le sais pas, justement. C'est au pouvoir politique en France de dire on a laissé cette enclave-là pour servir à quelque chose. Mais vous avez bien votre idée, Francis Patinet. Il y a l'idée d'obtenir la pacification du pays d'une certaine manière en garantissant la sanctuarisation de Kidal pour des mouvements rebelles. C'est ce qui, en soi, c'est tel que le perçoit la population. Voilà. Non, effectivement, la question de Kidal, c'est le vrai point sensible. C'est le vrai point sensible au Mali, où effectivement on accuse la France de protéger là le MNLA et les mouvements séparatistes, avec la France qui, elle, au départ, disait avoir maintenu sa présence à Kidal pour protéger les populations touareg d'éventuelles exactions des Fama. Pardonnez-moi, Francis Patinet, mais ce ressentiment contre la France, il s'exprime uniquement du fait de cette intervention, ou s'il est, je dirais, plus général en Afrique de l'Ouest, avec les récriminations qu'on a vu monter contre le franc CFA, par exemple. Non, il va au-delà. C'est-à-dire, Kidal, ça intéresse au-delà du Mali. Les gens se disent, tiens, il y a anguille sous roche. Et donc ça s'est enflammé comme ça. Après, vous rajoutez le franc CFA, la mobilisation générale de la jeunesse contre le franc CFA. Et l'accord qui a été trouvé à Abidjan récemment n'agrée pas les jeunes. Il faut le dire, ces choses-là. Les gens ne sont pas contents. Le maintien des réserves de change sur le continent africain. Le maintien. Et puis, on a l'impression que juste, c'est du vernis. On change de CFA. Pour l'écho. Pour l'écho. Mais bon, voilà. Et qu'on le fait... Or, la présence du géant qui est le Nigeria... monétaire, voilà, c'est ça, absolument. Oui. Et tout ça, vous amalgamez tout ça et ça fait une atmosphère qui n'est pas saine. Voilà. Et on va en reparler dans un instant. C'est la fin déjà de la première partie du débat. On évoquera dans un instant, bien sûr, la présence française et puis cette menace de plus en plus présente et pressante au Mali. C'est dans un instant, et pas qu'au Mali d'ailleurs. De débat de la réunion autour d'Emmanuel Macron à Pau actuellement, des chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel, avec vous, Claude Guibal, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, avec Francis Patinet, journaliste et enseignant à Sciences Po, avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. On l'observe ces derniers mois, une recrudescence des attaques djihadistes de plus en plus violentes, de plus en plus létales. La dernière en date, c'était jeudi dernier au Niger, à Shinogodar, 89 soldats tués dans l'attaque d'un camp militaire. Ça s'est passé dans l'ouest du Niger. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont observé aujourd'hui une minute de silence à la mémoire de ces soldats. Comment expliquez-vous, Francis Patinet, la multiplication de ces attaques et surtout qu'elles fassent autant de victimes? Mais l'État ne contrôle plus beaucoup de zones, par exemple au Burkina Faso. Je peux vous dire également que récemment, j'ai appris hier, pas plus tard qu'hier, qu'il y a des djihadistes le long de la frontière avec le Bénin. Et au niveau du parc du W, qui sert de frontière entre le Bénin et le Burkina Faso, il n'y a plus de présence de l'État. D'ailleurs, un des points dont on a discuté à Pau, c'est le retour de l'État dans la plupart des zones. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. La menace, Claude Guibal, aujourd'hui, elle s'étend jusqu'au golfe de Guinée. Vous avez fait des reportages dans cette région et on pressent physiquement aujourd'hui une menace. Mais on voit très bien que la menace, effectivement, elle descend et le Burkina Faso est considéré comme un verrou, le dernier verrou, justement, qu'on essaie de préserver parce que vous parliez de la porosité avec le Bénin, on l'a vu lors de l'enlèvement des 2 touristes français dans le parc de la Pendjari, dans cette frontière. Et effectivement, la zone, la frontière sud du Burkina Faso est désormais considérée comme poreuse de partout. Et les pays du Golfe de Guinée sont des pays qui ont tous des échéances électorales cette année. On sait que le djihadisme, justement, s'installe aussi à la faveur d'instabilité politique, de changements politiques,
politique, d'élection. Donc on sait qu'il y a là un temps qui joue. Le général Paloméros le soulignait tout à l'heure. On est vraiment dans une logique de temps qui est très très importante en fait au Sahel parce qu'il y a cette urgence à protéger le golfe de Guinée avec des djihadistes qui sont à la manœuvre. Vous venez de parler de cette attaque meurtrière au Niger, 89 morts, 2 jours avant le sommet de Pau, avec des moyens djihadistes, j'allais dire, presque inédits. Alors on n'est pas en train de parler d'armements très très lourds, mais on parle de dizaines, plus d'une centaine de véhicules, avec des véhicules suicides, avec des gens extrêmement déterminés. Et on voit que les djihadistes sont à la manœuvre depuis plusieurs mois pour mettre des coups de boutoir, pour faire céder les armées locales. On a au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on a des soldats qui désertent les casernes parce qu'ils sont, j'allais dire, presque seuls au front, ils sont mal équipés. Il y a un gros défaut d'encadrement lors d'attaques terribles qui ont eu lieu au Burkina Faso. Il n'y avait quasiment pas d'officiers avec les soldats dans les casernes. Donc, ce sont des armées démoralisées. Ce qui s'est passé au Mali ces derniers mois, vous parlez de ces centaines de morts en 2 mois. Il y a des soldats qui ont été tirés avec des balles dans le dos. Tout ça sur la population et sur le ressenti d'une armée, c'est extrêmement démoralisant. Et les djihadistes, qui ont probablement été très sous-estimés pendant très longtemps au Sahel, sont particulièrement intelligents, savent profiter des failles de ces armées, savent profiter des failles du G5 Sahel aussi, et de la question française aussi, qui légitime en fait ce ressentiment anti-français, légitime aussi dans certaines zones quelque part leur présence. Ce sont des adversaires, général, lucides qui se saisissent de l'événement, qui ont un sens de l'opportunité du moment. Déjà, ils sont aguerris. Ils connaissent le terrain, ils le choisissent d'ailleurs. Ils ont une très bonne perception des fragilités et des faiblesses qui sont nombreuses, on l'a déjà souligné, de cette coalition, en quelque sorte. Il y a une difficulté liée au terrain, vous dites qu'ils se saisissent du terrain, c'est une guerre asymétrique, et on sait à quel point il est important, dans pareilles circonstances, d'avoir la maîtrise du terrain. Je crois qu'ils connaissent très très bien, ils ont étudié, bien entendu, ces gens-là, tous les engagements récents, y compris la France, y compris au Moyen-Orient. Donc ils connaissent tout ça, ils voient bien la difficulté que nous avons collectivement à tenir le terrain. Ce qui est plus préoccupant, et là, il y a vraiment des solutions à trouver, c'est la protection de ces camps. Je crois que l'opération Takuba, qui est en train de se monter, avec quand même 7 pays européens aujourd'hui qui sont, semble-t-il, prêts à s'engager, c'est plutôt une opération du type force spéciale qui viendrait justement soutenir les forces du G5 Sahel engagées sur le terrain pour améliorer leur protection. Ça dans la région des 3 frontières. Dans la région en particulier. Alors évidemment, il faut prendre garde, il y a un point de fixation, c'est quand même le point le plus faible aujourd'hui, il peut se déplacer. Là où vraiment, me semble-t-il, il faut faire un effort, encore et toujours. La France a 3 drones aujourd'hui, c'est pas suffisant si vous voulez. Le renseignement, c'est l'essentiel. Il faut qu'on soit beaucoup plus réactif, et je suis sûr que les chefs militaires, le chef d'état-major des armées, le président sont au fait de tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait d'autres pays qui viennent nous aider. C'est pour ça qu'il faut éviter un retrait américain. Les Américains sont essentiels en matière de renseignement dans la région. Vous faites bien de le souligner. C'est pas le cas aujourd'hui. Et vraiment, ça serait un coup très dur à porter à l'efficacité. Ils en ont exprimé l'intention de se retirer. Oui, en tout cas, la Maison-Blanche. Bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois que les événements qui se déroulent en ce moment sont en train de démontrer combien leur présence est précieuse. Et puis, il y a d'autres pays qui sont influents. Ils sont influents, mais ils n'interviennent pas. C'est ça qui est préoccupant, si vous voulez. C'est facile d'être influent à distance et de manipuler. Mais lorsqu'on ne met pas de force sur le terrain... Moi, ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est que l'Europe n'arrive pas à s'organiser. Alors ça monte, mais c'est le moment. On a une nouvelle commission, on a de nouveaux dirigeants. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est là. C'est le moment européen. Si l'Europe ne prend pas ce défi collectivement, elle va le subir sur le long terme. Qui d'autre pourrait être intéressé à s'engager, justement, Francis Patindé? Quels autres pays occidentaux pourraient être directement menacés par cette contagion djihadiste venue du Sahel? Je ne sais pas s'il faut limiter ça aux Occidentaux seulement. Parce que d'abord, il y a une chose qu'il faut faire de façon impérative, c'est rompre avec le face-à-face avec la France. Parce que ça donne lieu à des fantasmes. À des fantasmes parfois, et parfois à des choses qui sont réelles. Mais il faut absolument que la France ne porte pas seule. Il faut d'autres pays du Conseil de sécurité, par exemple.
Et pourquoi pas, puisque les gens parlent de Russie, on pourrait imaginer que la France, dans une mission, travaille avec les Russes. Au niveau des missions onusiennes, il y a très peu de Russes, mais il y a des Chinois de plus en plus. Il y a des pays avec lesquels il y a des Encore Ukrainiens. faudrait-il que la Russie en émette le souhait. Oui, s'impliquer. Ça peut se négocier au niveau multilatéral. Il y a Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est à la réunion de Pau. Tout ça, c'est intéressant parce que plus il y aura du monde, mieux ça se passera pour les Français, je pense. C'est Claude Guibal. Quels pays ont un intérêt sécuritaire et économique dans cette région? En tout cas, je voulais juste revenir sur ce que disait Francis Patinet. La question de la contagion djihadiste, elle est d'abord et avant tout pour les pays de cette région. Elle est pour les pays du Golfe de Guinée dont on parlait. Elle est au Sénégal, même si la contagion est déjà faite. Elle est vraiment au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest et davantage. La France demande à ses partenaires européens d'intervenir au nom de la lutte contre le terrorisme djihadiste. Mais la question qui se pose, on n'a pas vu pour l'instant, même si dans le narratif de l'armée française, de plus en plus on commence à évoquer la présence de djihadistes français, de transfert de force aussi du Proche-Orient via la Libye vers le Sahel. Mais on n'est pas encore dans cette logique-là. On est quand même sur des dynamiques très, très locales. Le Sahel pourrait devenir une nouvelle pompe à djihadistes comme l'a été la Syrie? Alors, je ne sais pas si ça devient une pompe à djihadistes. En revanche, les djihadistes, eux, ont beaucoup appris de ces 7 années de guerre et on voit qu'ils ne font plus ce qu'ils ont fait au début au Mali, c'est-à-dire qu'au début ils cherchaient à tenir des villes. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit qu'ils contournent les villes et qu'ils descendent, ils font leur progression vers le golfe de Guinée en vidant des espaces entiers de zones rurales moins peuplées, mais qu'ils terrorisent. Les populations affluent, le nombre de réfugiés est effarant en ce moment sur le Sahel. J'allais vous dire, parce qu'on parle beaucoup des morts, mais il y a des millions de déplacés. Il y a des millions de déplacés qui se déplacent sur les métropoles, qui vont finir par imploser. Et peut-être le risque, si on doit parler comme ça, que la France doit peut-être faire entendre à ses partenaires européens, c'est le risque de vagues migratoires aussi qui arrive, qui est peut-être davantage que le risque terroriste qui va être perçu peut-être comme par l'Allemagne ou d'autres partenaires européens comme finalement concernant d'abord les pays du pourtour méditerranéen avant de toucher l'ensemble de l'Europe. Général Paloméros, vous qui avez été, pardonnez-moi, Francis Patinet, Général Paloméros, vous qui avez été commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, vous pensez que justement ces pays de l'OTAN vont pouvoir rester durablement à l'extérieur de ce qui se passe actuellement au Sahel? D'abord, les pays de l'OTAN, c'est quand même, dans leur grande majorité, des pays de l'Union européenne. 21 pays, si on compte l'exclusion de la Grande-Bretagne, si je puis dire. 21 pays sur 27. Qui s'intéressent beaucoup à l'Est, mais pas tellement 29, au Sud. Hein. Exactement. C'est-à-dire que l'OTAN s'intéresse là aux zones que lui indiquent ses chefs, c'est-à-dire les responsables politiques. Quand ils se rencontrent, par exemple, c'était le cas à Londres, bien sûr qu'il parle des problèmes de sécurité. C'est depuis Londres qu'Emmanuel Macron s'est exprimé pour rappeler ses partenaires à la rescousse. Bien entendu. C'est pour ça que cette révision stratégique, du concept stratégique de l'OTAN est important pour que chacun soit conscient des enjeux. Mais vous savez, les forces de l'OTAN, elles sont fournies par les mêmes pays qui s'engagent ou qui ne s'engagent pas. La France n'a qu'un jeu de force, si vous voulez. Donc, elle les engage au profit de l'OTAN quand c'est nécessaire, enfin, dans les missions qui sont définies par l'OTAN. Mais ce sont les mêmes dirigeants politiques. Le président Trump, qui est le pays majeur de l'OTAN, engage ses forces en Afrique. Je pense que tout le monde comprend qu'il y a des enjeux sécuritaires globaux et que... Seule la France agit. Là, en l'occurrence, oui, c'est bien le malheur. Mais on n'a pas trop parlé des forces de la MINUSMA. C'est dommage, parce que là, il y a un enjeu. Tout à fait. 13 000 hommes qui, d'ailleurs, vont être mis à contribution encore davantage sans doute dans les mois qui viennent pour le centre du Mali. On sent bien que le concept d'emploi de ces forces peut faire la différence, à mon sens. Il y a quand même des choses qui sont surprenantes. Vous savez que la Libye est l'une des causes de la situation. Je ne dis pas la cause, mais c'est l'une des causes. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on exclut les Africains de la résolution de la crise libyenne, puisqu'on a décidé que c'était multilatéral, c'était tout sauf l'Union africaine. Ça se décide surtout entre la Russie et la Turquie en ce moment. Oui, alors le problème, il faut que les Africains soient associés. Je parle des Sud-Sahariens, parce que la Libye, c'est un pays africain, mais la Libye est quand même la courroie de transmission vers le sud du Sahara. Ça l'est encore. La Libye, actuellement, continue d'être un facteur déstabilisant pour le Mali. Moi, je pense que beaucoup de djihadistes qui sont partis d'Irak, de Syrie, mais vont vers le Niger, vont vers le Burkina,
et le Mali via la Libye et puis peut-être un peu l'Algérie. Quel rôle pour un autre acteur dans la région, l'Algérie, qui lui est déstabilisée en ce moment politiquement en interne? Est-ce que là aussi, on le ressent, j'allais dire, dans la lutte contre les groupes djihadistes qui opèrent dans le Sahara? L'intervention de l'Algérie est souvent en matière de renseignement ou bien en matière politique, mais pas au niveau militaire. Les Algériens n'aiment pas envoyer leurs militaires se battre quelque part. Et donc, mais le pouvoir étant faible aujourd'hui à Alger, c'est vrai que ça a des répercussions sur la crise. L'Algérie, jusqu'à présent, est toujours restée à l'écart du G5 Sahel. A-t-elle vocation, d'après vous, Général Paloméros, à y rentrer, ou est-ce une question trop sensible politiquement? Sensible au sens où le G5 Sahel est aussi voulu par la France et on connaît les rapports compliqués. Il rentrait, mais avec ce qu'elle peut y apporter, effectivement sa connaissance là aussi du terrain, du Sud. Moi je trouve que effectivement ce qui se passe dans le Sud, en particulier dans le Sud libyen, a toujours été, y compris quand on a eu cette intervention en 2011, moi je l'avais souligné, à mon niveau en tout cas, que connaissant assez bien le Tchad pour y avoir opéré à de nombreuses reprises, que le sud de la Libye était vraiment un élément stratégique, un centre de gravité quelque part. On ne s'y est pas intéressé, c'est le lieu de tous les trafics, on le sait, de tous les échanges, c'est ça l'enjeu. On n'aurait pas dû intervenir sans notion de ce qu'on allait faire de cette région-là après et de la gouvernance de cette région. Je trouve qu'il y avait quand même quelque part un vide dans la vision politique d'ensemble de cette région. On ne revient pas sur l'histoire, elle est faite, elle est ainsi, mais maintenant, il faut quand même en tirer des leçons. Et mettre en jeu les pays vraiment qui comptent dans cette région, qui ont une vision, et je suis d'accord avec vous, monsieur, l'Union africaine a toute sa place, bien entendu. Je crois que cette crise qui va toucher des millions de jeunes, la démographie africaine est telle que c'est l'enjeu de demain. L'Afrique, c'est l'avenir du monde, quelque part. Donc, oui, il faut absolument que chacun se sente responsable, et dans la région, il faut fédérer ces forces-là. C'est le moment. Il y a quand même plus de 1000 écoles qui sont fermées au Mali, plus de 2000 écoles fermées au Burkina Faso, et plus de 100 qui sont fermées au Niger. Ça hypothèque l'avenir. Bien sûr, bien sûr. L'armée tchadienne, dont on a longtemps inventé les mérites dans la région, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante au sein de cette force du G5 Sahel pour jouer un rôle? En tout cas, le problème au sein du G5 Sahel, alors on pourra revenir sur le rôle de la France aussi, qui est lui-même très ambigu au Tchad, parce qu'il y a aussi des choses à dire. Mais déjà, au profit d'Idriss Déby. On a vu par exemple l'émission de Barkhane devenir très floue, par exemple en février dernier, lorsque les forces françaises ont pilonné une colonne rebelle. Une colonne de rebelles tchadiens. Qui a néanmoins pu s'enfoncer très largement dans le territoire tchadien, à la surprise, il faut bien le dire, de beaucoup d'observateurs. Mais Barkhane est censé être là pour lutter contre le djihadisme et pas pour protéger les régimes. Donc c'est sûr que par rapport à la population et donc l'appui ou l'acceptation par les populations de la présence de l'armée française est compliquée par tous ces facteurs. Ensuite, au sein du G5 Sahel, il n'y a pas d'homogénéité, de confiance entre les partenaires. On voit que la Mauritanie et le Tchad font un petit peu cavalier seul, chacun administrant à leur façon l'aspect sécuritaire de leur pays. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas de porosité des groupes djihadistes. Ils ne parviennent pas à s'installer, s'implanter durablement dans ces deux pays. La porosité, on voit qu'elle a eu lieu et que ces groupes sont extrêmement tactiques et jouent d'ailleurs des limites du G5 Sahel en allant par exemple prendre des positions de repli, des positions de fuite en dehors des pays du G5 Sahel pour éviter le droit de poursuite qui existe à l'intérieur des 5 pays. Mais on a vu que, par exemple, en attente des élections l'an dernier au Mali, le G5 Sahel a patiné parce que avec quel partenaire va-t-on traiter d'État en État? Il y a visiblement un manque de confiance. On l'a vu encore justement dans la zone des 3 frontières aussi, bien avec le Burkina accusant le Mali d'être intervenu sur son sol. Enfin, il y a un manque de confiance, il y a un manque de confiance vis-à-vis de l'armée française, et puis il y a toujours ce problème des populations qui, une fois de plus, ce sont les premières victimes, les premières demandeuses de paix et le premier vivier effectivement de recrutement quand ça se fait sur une situation de mauvaise gouvernance, d'inégalité, d'injustice. Ça commence aussi par l'instrumentalisation de problèmes qui n'ont pas
grand-chose à voir avec le djihadisme, hein, de conflits fonciers, de couloirs de transhumance, de pasteurs. L'accès à l'eau et à la terre est un énorme aux problème. ressources, notamment en plus avec le dérèglement climatique. Il y a je veux dire, c'est très pragmatique, le terreau sur lequel se nourrissent les djihadistes. Et c'est une catastrophe de ne pas avoir compris à quel point ils étaient capables d'en jouer et d'avoir quasiment presque un coup d'avance systématiquement sur une vision uniquement sécuritaire de ce conflit. Ils essayent aussi, ils comprennent bien là où on veut mettre l'accent, accompagner effectivement le développement, et ils essayent d'enrayer aussi cette politique et de déstabiliser en quelque sorte toute cette politique. Il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, vous le soulignez tout à l'heure, il y a quand même des vrais résultats, mais on a du mal à les mettre en évidence parce que nos adversaires, évidemment, font tout pour dénier en quelque sorte ces progrès et ils sont présents auprès des populations au quotidien. C'est ça. Une question sur laquelle vous pourriez nous éclairer aussi, c'est pourquoi les armées africaines attendent d'être attaquées pour se défendre? Elles vont rarement chercher l'adversaire. Elles ne vont pas les dénicher dans leur tanière. Et pourquoi? Vous savez, je pense que ça fait partie de cette construction, de cette reconstruction de l'art de la guerre aujourd'hui. L'art de la guerre, c'est un art de mobilité. D'abord, il faut avoir les moyens de cette mobilité qui est fondée sur le renseignement, sur le temps quasi réel. Et ça, évidemment, les armées africaines, malheureusement, ne l'ont pas. Et c'est ce qui demande du temps long, c'est ce qui demande aussi des moyens, du soutien. Donc, et là, la France ne peut pas tout donner, les Américains en apportent un petit peu. Et puis, il faut les intégrer là-dedans. Alors, il y a d'excellents cadres africains dans les armées africaines, sans nul doute, mais il y a la masse aussi et qu'il faut éduquer, qu'il faut entraîner, qu'il faut former, qu'il faut armer quelque part. Face à des, je le répète, à des groupes qui sont aguerris à toutes les techniques modernes, qui savent utiliser le mouvement, la mobilité et qui sont quasiment imprévisibles. Que vont annoncer ces chefs d'État dans les minutes qui viennent probablement, notamment pour la force Barkhane, Claude Guibal? Est-ce qu'on va vers un retrait, l'annonce d'un calendrier de retrait, ou bien une redéfinition des missions et du périmètre? En tout cas, la conférence de presse n'a toujours pas eu lieu, et le fait que ça discute montre qu'il y aura quand même un minimum de fond à cette rencontre. Retrait, est-ce que c'est dans l'intérêt de chacun? Je ne suis pas sûr que la France veuille se retirer. La France demande des clarifications. Certains pays du G5 Sahel, le Mali en tête, ont réexprimé clairement leur attachement à la force Barkhane. Donc, en revanche, la redéfinition du périmètre et des actions de Barkhane, oui, on parle beaucoup d'un recentrage sur cette fameuse zone des 3 frontières, mais en échange, il y a aussi cette nécessité d'actes politiques forts et d'actes de gouvernance au Mali, au Burkina Faso. Et je crois que là-dessus, il y a la création d'un partenariat de confiance sérieux qui doit être refondé. Je crois qu'ils vont sûrement annoncer, selon des indiscrétions, la naissance d'une coalition Sahel, donc regroupant Barkhane, le G5 Sahel et des pays partenaires, et autour de 4 piliers. Donc, renforcement des combats, enfin des moyens de combattre ces groupes-là, et puis le renforcement des capacités des troupes africaines, parce que ces troupes sont laissées à elles-mêmes, accélérer le retour des gouvernements dans les zones qui sont attaquées, qui sont des djihadistes ou qui sont fréquemment, et puis accroître l'aide au développement. Je pense qu'il y a 2 réunions qui sont prévues, une réunion qui est prévue bientôt à Nouakchott, et puis une réunion qui sera prévue au mois de juin à Bruxelles pour essayer de mobiliser plus de fonds. Général Paloméos, on va sortir jusqu'à présent des bonnes intentions et des vœux pieux, parce que c'est quand même, on entend renforcer la présence des États sur le terrain, accroître l'aide au développement, on entend ça depuis 7 ans maintenant. Si ça devient une vraie cause multinationale, internationale, oui, mais je veux dire, ne négligeons pas quand même, je me répète, mais on a des hommes et des femmes sur le terrain, ne négligeons pas le sens de leur action et leur engagement. Il ne s'agit évidemment pas de dénigrer le sens de leur présence. Ce n'est pas du tout ce que vous avez dit, mais oui, je crois que si cette prise de conscience a lieu, ce sommet aurait été manifestement un succès en lui-même.
Maintenant, des actes. Évidemment, il faut que la mobilisation des moyens soit là, mais je crois que les 4 piliers tels que vous les avez décrits, c'est exactement la reconquête. On repart à la conquête. Et ça, c'est très important pour la démonstration de la volonté des pays du Sahel, des pays africains, des pays en général, de ne pas laisser le désordre s'établir sur le long terme dans une région comme celle-là. Vous y croyez, vous, Claude Guibal, qu'on se donne les moyens d'inverser le cours des choses? Je ne sais pas si on se donne les moyens, mais je pense qu'on est effectivement à un moment clé où il y a une prise de conscience partagée. Alors peut-être qu'il a fallu la mort de ces soldats français pour que cette prise de conscience arrive au niveau de la France et qu'on sorte notamment de l'idée d'une vision aussi tout sécuritaire, mais de dire maintenant à nos partenaires africains, allez-y, montrez maintenant, il faut des actes et pas simplement des paroles. Mais je pense aussi que de la part des populations de ces régions, il y a une demande, parce qu'une fois de plus, on le répète, ce sont elles les premières victimes, donc ce sont les populations elles-mêmes qui demandent des résultats aux forces internationales en présence, mais aussi à leurs États. Ce sont les armées de ces pays aussi qui sont à la manœuvre et qui souffrent quand vous avez des soldats, quand un régime, un pays dont les casernes commencent à grogner, c'est un régime qui n'est pas tranquille. Donc moi, j'ai été très frappée de voir, par exemple, au Burkina Faso, j'ai assisté il y a quelque temps à une cérémonie en mémoire des soldats burkinabés tombés. Et vous savez, quand vous entendez pendant plus d'une heure égrener des noms de soldats, c'est terrifiant. Et on comprend à quel point la population a besoin que ces soldats ne soient pas morts pour rien. Donc là, en ce moment, il y a une prise de conscience de cette poussée djihadiste vers le sud, que chacun, en ce moment, est dans le même radeau et que des actions des uns dépendront l'avenir de tous. Francis Patindé, il faut je dirais presque symboliquement aujourd'hui, donner l'image, en tout cas, une image d'optimisme et d'espoir. D'unité déjà, d'agir de façon coordonnée, parce que le danger, il concerne tout le monde. Ces pays, mais les pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, tous les pays qui se sentent protégés, où on parle de croissance. Emmanuel Macron l'a évoqué récemment avec Alassane Ouattara, d'ailleurs lors de sa visite à Abidjan. Oui, mais ces pays sont fragiles parce qu'en face, ils ont des gens déterminés, qui sont rigoureux, qui travaillent, qui n'ont pas peur de se battre ni de mourir. Qui ont un projet articulé, défini? Vraisemblablement, parce qu'ils ne reculent pas, ils avancent. C'est quoi l'objectif? C'est la jonction avec Boko Haram? C'est quoi géographiquement? Ils doivent avoir un projet idéologique, comme on disait dans d'autres temps. C'est peut-être islamiser les gens par la force, ou bien prendre le pouvoir parce que certains pouvoirs sont pourris à ce point que eux, ils représenteraient la Renaissance, le Nirvana et tout. On est peut-être moins dans l'idée de l'installation d'un califat, comme ça a été le cas au Proche-Orient, même si l'idée du califat en Afrique de l'Ouest, c'est historiquement lié dans l'histoire plus ancienne de l'Afrique de l'Ouest, à les fameux djihad Peul dont on a beaucoup parlé. Mais je ne sais pas si l'aspect djihadiste religieux n'est pas aujourd'hui un badigeon solide, malgré tout, mais qui s'installe sur des dynamiques locales, sur des alliances. Vous parlez de fusion, de jonction. Évidemment, la grande peur, c'est la jonction de tous ces djihadismes au Burkina, au Boko Haram, au Nigeria, au Tchad, etc. On a vu sur certaines attaques qu'il commence à y avoir des alliances entre les groupes du GSIM et ceux de l'État islamique, mais c'est des alliances de circonstances avec des groupes mafieux. Tout ça est très mobile. Et donc, ça laisse aussi penser que tout est encore possible. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à vous, Claude Guibal. Merci à Francis Patindé et au général Jean-Paul Paloméros d'avoir été avec nous. Restez sur France 24 pour suivre dans les prochaines minutes la conférence de presse que donneront donc les chefs d'État du G5 Sahel et Emmanuel Macron. Prochaine.